Donc, Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très honoré d'avoir été choisi par la librairie Sorens pour animer cette rencontre pour la promotion du livre de Gilles Kepel et de Jean-François Ricard, Antiterrorisme. C'est un livre passionnant et surtout parce qu'il est très original. Il est très original pour deux raisons. La première, c'est que c'est un livre qui a été fait à 4 mains. Déjà, c'est compliqué au piano. Mais dans la littérature, c'est encore plus difficile parce que chacun n'a pas la partition de l'autre pour avancer. Donc, c'est pas facile et c'est très réussi. Et surtout, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir un livre de sociologie comportementale, en fait, du moins de cette partie de notre société, qui est associé avec un éminent juriste. Parce que Jean-François Ricard a été à l'origine du parquet national antiterroriste, qui a mis longtemps à venir. Et ça, c'est la première chose, et j'ai trouvé ça passionnant. La deuxième chose, c'est que si le mode opératoire final du terrorisme, c'est-à-dire dans cette espèce de boucherie horrible, est toujours le même, les raisons qui les y amènent, l'organisation qui s'y fait, qui est autour de ça, elle va se modifier complètement au fil du temps. Et c'est ça qui est très, très important. Alors, avant de commencer, je voudrais deux choses, s'il vous plaît. D'abord, que vous nous donniez cette expérience du 4 mains. Et puis après, peut-être, Gilles Kepel, si vous pouvez rappeler les 3 évolutions du djihadisme. Je vais faire ce que je n'aime pas. Je vais parler un peu de moi. Mais avant, je voudrais dire l'émotion que j'ai à être ici parce que je suis en famille ici. Mon nom, d'ailleurs, on dit bien que je ne suis pas né dans le Nord. Et ma famille est de Montpellier. Et j'ai beaucoup de cousins dans la salle et je suis très heureux qu'ils soient ici. Alors, un livre à 4 mains, pour moi, ça a été une découverte, mais d'abord un livre tout court. Moi, j'ai été un magistrat de terrain, j'ai été juge d'instruction, j'étais pendant 11 ans juge d'instruction antiterroriste, j'étais avocat général à la cour d'appel, j'étais conseiller à la cour de cassation, et puis après, j'ai été le procureur du parquet antiterroriste, qui est un parquet national, totalement indépendant et totalement distinct du parquet de Paris, même s'il est au sein du tribunal de Paris. À écrire un livre à 4 mains, c'est l'idée d'échanger entre un universitaire qui a connu et s'est intéressé quasiment le tout premier au terrorisme djihadiste, il y a environ 45 ans, alors qu'en France, personne ne s'y intéressait, personne ne voulait s'y intéresser, et puis un juriste, un magistrat, qui a connu ces questions il y a environ une 30aine d'années pour la première fois, puisque c'est à la fin de 1994 que j'ai rejoint les juges d'instruction antiterroriste, et à l'époque, nous n'étions que 3 pour toute la France, c'est-à-dire effectivement une force très, très limitée. Autre particularité, en sus du fait que nous avons 2 carrières complètement différentes, 2 parcours différents, mais que nous sommes intéressés avec des approches différentes au même phénomène, autre particularisme, c'est la durée. On ne va pas parler, même si nous sommes à la veille des 10 ans du 13 novembre, simplement de l'attentat du 13 novembre, on parle de 30 ans de terrorisme djihadiste. Et ça nous a amené à avancer chacun des réflexions, des descriptions, des problématiques pour essayer de comprendre au mieux. Et c'est en l'écrivant le livre, puisqu'on a mis un peu plus de 6-8 mois de travail permanent pour y arriver, c'est au cours de cette écriture qu'on s'est rendu compte de certains phénomènes que l'un ou l'autre ne saisissait pas dans sa totalité jusque-là. C'est l'échange, la confrontation qui nous a permis de mieux comprendre, et c'est aussi la réflexion sur le long terme qui nous a permis de mieux saisir, et donc de traduire tout cela dans ce livre pour que nos lecteurs puissent mieux saisir, mieux comprendre, mieux appréhender un phénomène qui est là, bien ancré en France depuis maintenant plus de 30 ans, et qui n'est pas prêt de disparaître. Autrement dit, écrire pour nous
pour mieux comprendre nous, mais écrire pour vous, pour mieux comprendre cette situation sur ces 30 dernières années, mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et peut-être, si on est arrivé jusque-là, mieux comprendre ce qui va se passer, au moins dans un avenir proche. C'est ça ce qu'on a tenté de faire en écrivant ce livre à 4 mains. Merci beaucoup à la librairie Sorens, François Fontès et à toute l'équipe d'avoir eu la gentillesse de nous accueillir pour ce livre. On avait prévu une tournée un peu plus vaste, mais on s'est rappelé que demain c'est le 13 novembre, donc c'est pourquoi nous allons repartir à Paris ce soir pour faire le service public minimum, ou même non public, demain, et parce que Jean-François, bien sûr, est invité aux commémorations du 13 novembre. Il a joué un rôle, bien sûr, central dans la judiciarisation de cette affaire. Moi aussi, j'ai énormément appris d'une manière assez différente. C'est, je crois, mon 30e livre, un truc comme ça, donc c'est pas je découvre pas l'écriture d'un livre. Mais grâce à l'échange de vues avec Jean-François, j'ai pu mettre les pièces d'un puzzle dont je n'avais que des éléments en correspondance avec les autres. Et ça, c'était absolument passionnant. Un exemple parmi d'autres, Jean-François a suivi de très près l'affaire qu'on avait appelée familièrement et erronément le gang de Roubaix, le groupe de Roubaix, des braqueurs au départ qui, arrêtés à Roubaix, accueillent les policiers du raid en criant Allahu Akbar et en les arrosant à l'arme de guerre, dont on découvre qu'ils se sont pour partie formés en Bosnie dans le soutien aux Moudjahidines bosniaques, qu'ensuite un certain nombre partiront dans toutes sortes de régions. Ça va être un suivi de filière qui ira en Afghanistan, en Irak, au Royaume-Uni, jusqu'en Amérique du Nord. Et tout cela vont finir par fournir le terreau qui donnera Daesh. Et j'insiste là-dessus parce que, au tournant du siècle, on a l'impression qu'en France, il ne se passe rien. Le 11 septembre, c'est aux États-Unis. Ensuite, il y a l'attentat à Madrid. Il y en a un en mars 2004. Il y en a un à Londres un peu plus tard. Et en 2005. Et donc, on s'imagine que c'est là que ça se passe. En réalité, il y a tout un réseau souterrain qui est en train de se construire. Et c'est d'autant plus important pour aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le djihadisme est en phase de décrue. Mais en réalité, et c'est un peu le sens de la communication gouvernementale et judiciaire depuis ces derniers jours, il y a une des filières qui se restructure à travers le monde numérique, dans une population très considérablement rajeunie, en partie féminisée également. Et tout cela, cette mise en perspective sur 40 ans que nous avons faite, c'est quelque chose que nous avons essayé de décrire en fournissant effectivement un livre d'un type tout à fait particulier, si j'ose dire, entre le proc et le prof. Un livre qui, dans toutes les bonnes entreprises, vous savez, il faut un obsessionnel et un hystérique pour le diriger. Bon, chacun décidera lequel d'entre nous est dans quel rôle, même si on les échange de temps en temps. Et en tout cas, pour moi, c'est une expérience formidable. Et après une quarantaine d'années de carrière à étudier ce phénomène, si je n'étais pas passé par la case de ce livre, je pense que j'aurais été assez largement dans une situation d'incomplétude et de frustration par rapport à ce que je voulais étudier. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez rapidement, pour le public, rappeler les 3 grandes périodes que vous définissez pour les opérations de djihadistes ? Alors, très, très brièvement, ça c'est donc l'universitaire qui parle, qui a étudié ce phénomène depuis les années 80. En 1981, je me trouvais en Égypte pour faire ma thèse sur les mouvements islamistes, un terme qui était totalement incompréhensible à l'époque et dont on me disait que ça n'avait aucun intérêt. Et j'avais appris l'arabe avant à Damas avec Liliane Casso, montpelliéraine de choc, ici présente avec nous, qui m'a montré des photos de l'époque, on était plus jeunes. Et toi, tu es toujours jeune, bien sûr. Et donc,
Je débarque là-dedans et bon, c'est très très surveillé. Sadat, il y en a été vraiment policier. Dans l'ensemble de recherche, les concierges égyptiens vérifiaient les photocopieuses, enfin tout ça. Et je suis chez moi le jour de l'assassinat de Sadat, en octobre 1981. La personne qui travaillait chez moi, qui était femme de policier, finit son service. Je reviens, je la vois effondrée. Je lui dis en dialecte égyptien, qu'est-ce qui t'arrive, Ersan? Et elle me dit, Monsieur Guil, j'ai entendu sur la radio du portier, ils ont tué Sadat. Inch'Allah, yemawitu. Plût à ciel qu'il l'ait tué. Notre ami étant tunisien de naissance et de culture, il comprend très bien. Et ça m'a beaucoup surpris. La femme d'un policier, c'est-à-dire qui était, c'était pas un chawish qui faisait, un type qui menait des contraventions. C'est pas un qui en donnait des bakchiches. Un type, c'est la base de la pyramide du pouvoir pharaonique, si vous voulez, qui disait ça. Et effectivement, il fallait comprendre que ce mouvement avait réussi à s'implanter assez significativement dans la population, à trouver un langage pour mobiliser des jeunes et des moins jeunes. Ça. Quand je suis rentré en France ensuite, ça n'intéressait absolument personne. Et mon patron de l'époque m'a dit, Gilles, allez regarder ce qui se passe dans les usines en grève au début du premier septennat de Mitterrand, où les ouvriers prient en bleu de chauffe en direction de la Mecque. Il y a un truc, là, il y a quelque chose à regarder. Et effectivement, c'est à donner un autre livre, ça s'appelait Les banlieues de l'islam, pour essayer de comprendre ce que c'était que la naissance, la structuration d'une religion en France, sujet qui n'intéressait à l'époque à peu près personne, évidemment. Et après quoi, donc en suivant l'évolution de ces phénomènes, on a pu distinguer trois grandes époques dans la logique du terrorisme djihadiste ou du djihadisme passé à la terreur. D'abord, une phase qui commence ici aux années 90, c'est là que Jean-François Ricard entre en scène comme juge d'instruction, avec d'abord des groupes terroristes faits en grande partie de Marocains, manipulés probablement par Alger à l'époque, qui vont commencer à constituer des réseaux de formation, de fourniture en armes et en munitions, pour aller porter le terrorisme, la terreur au Maroc. Ce sera les attentats de l'hôtel Atlas Asni à Marrakech. Et surtout ensuite, donc, Jean-François à ce moment-là est chargé de ça, et il découvre l'affaire à partir de gens qui sont arrêtés pas très loin d'ici, à la gare de Perpignan, rendu célèbre notamment par Salvador Dali, ce qui explique que, le premier chapitre s'appelle ainsi, parce que c'est le symbole de l'ébahissement. Comment la gare de Perpignan est devenu le centre du monde pour l'antiterrorisme. Et après, beaucoup plus important, c'est toute la question du GIA, où Jean-François, là encore, est aux premières loges, puisque lors de l'attentat du RER Saint-Michel, il se trouve exactement au-dessus, puisque au quai des Orfèvres, c'est là qu'était le siège, mais il vous le racontera lui-même. Et donc, ça, c'est une première phase où on a un terrorisme qui prend la France comme cible, mais qui est également quelque chose qui a un lien avec un pays d'immigration très important pour la France. Et ensuite, on va avoir une deuxième phase qui, à la suite de la guerre civile algérienne et de ses conséquences en France, dont conséquences qui durent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heureuse libération de Boualem Sansal aujourd'hui, suite à des tractations qui sont au plus profond de la relation très complexe franco-algérienne et de la relation entre les services de sécurité, puisque ce sont eux qui ont mené l'opération, comme vous l'avez vu. Ensuite, on a une deuxième phase dans laquelle les djihadistes d'Al-Qaïda, les penseurs autour de Oussama Ben Laden, notamment Ayman al-Zawahiri, son successeur et adjoint à l'époque, se disent ça n'a pas marché. L'Algérie, on a raté. La Bosnie, on a raté. L'Égypte, on a raté. Pourquoi ? Parce que, au fond, on s'intéresse à lutter contre le despote local. Tout le monde s'en fiche. Il faut lutter contre l'ennemi lointain, c'est-à-dire l'Amérique. Et là, ça va mobiliser les musulmans du monde qui vont nous accompagner. Et ce sera l'attentat contre les tours jumelles, qui est un traumatisme gigantesque à l'échelle internationale, mais qui, là encore,
n'aura pas de conséquences immédiates. Et on a un troisième cycle de penseurs et islamistes qui disent non, il faut faire quelque chose d'intermédiaire, créer la terreur dans les pays de la région et dans les pays musulmans, non pas dans une logique pyramidale, mais dans une logique réticulaire. Un peu, il se trouve que Souris, le principal penseur, avait été, qui était francophone, l'élève de Gilles Deleuze à Jussieu, et c'est un peu la théorie du rhizome deleuzienne qu'on retrouve dans cette forme d'islamisme radical, qui se développera entre autres en Daesh, avec certes un djihadisme projeté, mais qui n'est pas fait par un grand chef qui réfléchit dans sa cellule, comme Ben Laden, mais par des voyous recyclés en djihadistes, belges et autres, qui iront en Syrie, au Liban, dans l'État islamique, et qui reprojetteront cela, et qui aboutiront notamment, je fais la fais courte, aux attentats du 13 novembre, dont nous commémorons la mémoire demain. Et à la suite de ça, on se trouve maintenant, après ces trois grandes phases, dans la phase actuelle que nous avons essayé de définir à la fin du livre comme ce qu'on appelle le djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de donneurs d'ordre, il y a des individus qui sont socialisés par des réseaux affinitaires, mais aussi, et d'autant plus pour les jeunes, par les réseaux sociaux, qui vont considérer que tout attentat est bon, et qu'il faut... alors, ils n'auront pas la même capacité d'impact que l'a eu, par exemple, le 13 novembre, bien sûr, mais ça crée une ambiance délétère, extrêmement inquiétante, qui est relayée par un certain nombre de faits globaux qui sont utilisés par d'autres entrepreneurs de colère. Par exemple, la révolte face au bombardement israélien sur la bande de Gaza, qui est propice. Outre, on a droit tout à fait d'être solidaire avec les Palestiniens bombardés ou avec les Juifs massacrés, les Israéliens massacrés par Hamas le 7 octobre, mais qui va être instrumentalisé pour se transformer en velléité de violence sur le sol européen. Et c'est ça justement où on se trouve aujourd'hui avec la commémoration du 13 novembre, dans une situation qui est particulièrement tendue de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai que c'est certainement, paradoxalement, on en discutait, c'est certainement plus difficile de combattre des gens qui sont isolés que des réseaux organisés. Mais il y a une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que dans les pays où régnait l'islam, les islamistes, le pouvoir connaît. Et ils en ont tous assez peur, hein, d'une façon générale. C'est ça leur grande crainte, même s'ils s'en servent. Tandis qu'on a l'impression qu'en Occident, on n'a pas vraiment conscience du problème. On va le prendre assez tard. Et il va falloir du temps pour mettre en place des instances juridiques qui soient adaptées aux phénomènes qui sont rencontrés. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette évolution, Jean-François ? Alors, il faut revenir, effectivement, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'est le début de ce phénomène. Et il faut le dire comme c'était, on n'y comprend rien à l'époque. Non seulement on n'y comprend rien, mais il y a même de la part d'un certain nombre d'autorités, de certains pans de notre société, une sorte de déni. Parce qu'enfin, de quoi s'agit-il ? Il faut se remettre 30 ans en arrière. De gens qui, au nom de Dieu, veulent nous massacrer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne faut pas oublier que ça va très vite, la montée en intensité. N'oublions jamais décembre 1994. On l'a très vite oublié. Détournement de l'avion de la ligne Alger-Paris et par un commando du GIA qui assassine 3 passagers et qui heureusement est bloqué à l'aéroport de Marignane avec cet exploit incroyable du GIGN qui arrive à neutraliser le commando avant que celui-ci ne s'envole à nouveau et, pourquoi pas, jette l'avion sur Paris. Car c'était une des hypothèses envisageables et on retrouvera des éléments concernant ce projet quelques mois plus tard dans certains documents du GIA qu'on découvrira.
Donc une situation qui est déjà, il y a 30 ans, presque paroxystique. On a failli avoir un attentat à l'époque un peu sur le mode du 11 septembre. Et pourtant en face, on ne peut pas dire qu'il y a un appareil d'État qui se met véritablement en marche. 3 juges, ça ne fait pas grand-chose, 4 membres du parquet, des services de renseignement qui ne sont pas encore véritablement axés sur cette nouvelle menace. Il faut savoir que la DST à l'époque sortait juste plus exactement de la menace soviétique, était avant tout un service de contre-espionnage. Les renseignements généraux commencent à s'y intéresser, bien entendu. Et puis un tout petit service de police judiciaire qui a une vingtaine de membres et qui ont en charge toutes les formes de terrorisme, y compris les Basques, les Corses, etc. Donc, il faut le voir, très peu de choses face à une menace qui est déjà de premier ordre. Très peu de choses, et puis pour beaucoup, le sentiment que ceux qui commencent à s'y intéresser exagèrent un peu. Enfin, est-ce que vous pensez vraiment que c'est si sérieux que ça, moi je l'ai entendu fréquemment. Une forme de dénégation, de déni. Il y a la campagne d'attentat de 1995. On y met fin. Il y aura effectivement le groupe de Roubaix. Et là, à nouveau, déni. On le raconte dans le livre, on a un ministre de l'Intérieur qui dit non, c'est pas du terrorisme, c'est du gangsto-terrorisme. Non, c'était des terroristes sans aucun doute possible, et on l'explique pourquoi. Et on va d'ailleurs mettre le doigt sur un groupe qui a des liens sur l'ensemble des continents, y compris le continent nord-américain, y compris l'Australie, y compris l'Asie. Mais on n'est pas très écouté à l'époque. Malgré tout, dans les années qui suivent, la DST se réorganise et on arrive à éviter un certain nombre d'attentats. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'un attentat évité, c'est vraiment le type même du dossier réussi. Le dossier réussi, c'est l'affaire dont on ne parle pas, c'est l'affaire qui ne sort même pas dans la presse, ou avec un entrefilet, puis on n'y comprend pas grand-chose. Mais c'est ça qui est réussi, c'est-à-dire les cas dans lesquels on évite un attentat en neutralisant le groupe susceptible d'être à l'origine de cet attentat avant qu'il ne frappe. Mais comme on parvient à neutraliser ainsi un certain nombre de groupes, en 1997, en 1998, en 1999, en 2000, en 2002 à nouveau, on a l'impression que tout va très bien. En fait, à plusieurs reprises, on est à quelques jours, voire à quelques heures d'un attentat. Je pense encore pour l'avoir vécu en décembre 2000, parce qu'on travaillait depuis des années sur ces groupes, on a évité un attentat catastrophique qui visait le marché de Noël de Strasbourg. Tout était prêt. Les explosifs, les armes, les repérages, les chemins de fuite, les réservations des véhicules, tout. Avec nos collègues allemands, on a pu démanteler le groupe immédiatement avant l'action, alors qu'il s'apprêtait à partir de Francfort. Et c'est peut-être pour ça que, pour beaucoup, la situation ne méritait pas qu'on se donne les moyens véritablement d'agir. Ensuite, 2003, il y a un groupe qu'on va appeler le groupe des Buttes Chaumont, on en parle assez longuement, qui est composé de très jeunes. Alors qu'avant, on avait des baroudeurs du djihadisme qui avaient été en Afghanistan, en Bosnie, qui avaient participé à des activités multiples, qui étaient formés intellectuellement, militairement, religieusement. Là, on a des gamins de 20 ans, mais ultra-violents. Pas formés, ni militairement, ni vraiment religieusement, ou peu, mais qui sont prêts à se faire exploser. Ils me le disent clairement. Nous, on partait en Syrie pour rejoindre l'Irak et on allait se faire exploser. Ça, c'est la première fois qu'on entend ce type de discours. Là encore, on arrive à en neutraliser quelques-uns, et puis comme ils n'agissent pas avant tout sur le territoire français, là encore, on se dit, une partie de l'appareil d'État se dit, bon, c'est peut-être pas si grave. Et puis il y a une sorte de fausse période de repli qui va de 2004-2005 jusqu'en 2011, et qui donne l'impression que ces gens-là rentrent en quelque sorte dans l'ordre. En fait, ils se réorganisent.
ils recrutent. Et il y a un certain nombre de dossiers qui sont ouverts sur le recrutement, sur la formation, sur leurs finances. Il y a un fameux faux braquage qui a lieu en 2004, par exemple, au cours duquel ils vont rafler au moins 1 million d'euros. Et puis ça se poursuit comme ça, bon an, mal an, et une partie de l'appareil d'État peut penser que ce qui a été mis en place suffit en quelque sorte à contenir la menace. Sauf que 2012, il y a un premier coup de semonce, c'est l'affaire Mera et ses crimes. Et là encore, certains disent, rassurez-vous, bonnes gens, c'est un loup solitaire. En fait, ce n'est pas du tout un loup solitaire. Il est loin d'être seul. Il a été formé et commandité depuis la zone pakistano-afghane. Et puis surtout, 2012, c'est quoi? Eh bien, c'est le début d'un immense mouvement, puisque en quelques mois, en peu de temps, on a plus de 1500 personnes qui vont quitter la France pour rejoindre la zone irako-syrienne et s'impliquer dans les différents groupes terroristes qui agissent depuis ces territoires, et notamment, quelques temps plus tard, au sein de Daesh. Et là, c'est un peu tard. C'est un peu tard parce que on ne s'est pas vraiment totalement mis à niveau. C'est à ce moment-là que l'appareil d'État va commencer à se mettre vraiment à niveau de la menace. Vous voyez, il a fallu près de 20 ans, un peu moins, 18 ans, pour que, certes, il y a un peu de recrutement, mais pas un véritable changement. Là, oui, au cours de cette décennie 2010, le changement va apparaître. On va créer la DGSI, grand service à la fois de renseignement et de police judiciaire. On va lui donner des moyens, notamment techniques. On va créer le renseignement territorial, quelques années plus tard, le renseignement pénitentiaire, donc des services de renseignement avec une grande loi en 2015 sur le renseignement. Et puis un coordonnateur du renseignement et de la lutte antiterroriste auprès du président de la République. Et puis, in fine, en 2019, le parquet antiterroriste. Mais vous voyez qu'on a mis du temps. On a mis du temps pour en arriver là. Et il y a encore, évidemment, comme on le dit familièrement, des trous dans la raquette. Ce qui est important, c'est de voir qu'on n'a pas été les plus mauvais. Il y a des pays qui ont attendu encore bien des années pour reconnaître la dangerosité de cette menace qui est propre au terrorisme djihadiste, qui est très différent de toutes les autres formes de terrorisme, et qui ont mis encore plus de temps à se réorganiser, à se structurer, ne serait-ce que dans ce fameux triptyque sur lequel j'insiste beaucoup et, pour le coup, qui fonctionne assez bien en France, qui est le triptyque renseignement, police judiciaire et justice antiterroriste. J'en suis intimement convaincu. Ce n'est que dans les pays dans lesquels les 3 éléments de cette lutte antiterroriste fonctionnent de manière structurée qu'il y a une réalité. Donc voilà un peu l'histoire qui vous permet de comprendre comment ça s'est passé. Et je pourrais donner des exemples très précis qui montrent certaines réticences de l'appareil d'État à admettre qu'il fallait beaucoup plus vite, et qu'il faut encore parfois beaucoup plus vite, se mettre à niveau. Alors, merci beaucoup. Une question pour Gilles Kepel. Est-ce que, parce que dans l'arrivée progressive du tropisme musulman dans le monde, il y a quand même eu un rôle, semble-t-il, de l'Arabie saoudite avec la création d'une emprise wahhabite qui, en elle-même, n'a peut-être pas fourni des terroristes, mais qui a quand même fait que partout où ça allait se passer, il y avait déjà une espèce de première atmosphère qui était là. Et donc, finalement, l'histoire, c'est quel jeu ont joué dans cette évolution du terrorisme, cette mise en place qui est lente, parce que les terroristes ne tombent pas du ciel, hein, c'est ce qu'on voit. Et quel est le rôle des États là-dedans? Parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours
une espèce de double jeu. Bien sûr, l'Arabie Saoudite, elle dit oh là là, c'est pas moi, n'y croyez pas, mais quand même, le wahhabisme fait que tout d'un coup, la religion musulmane s'est exercée de la même façon, avec la même tenue, avec les mêmes discours, avec les mêmes prêches quasiment dans le monde entier. Alors c'est ça ce que je voudrais savoir, c'est quel rôle ont-ils joué. De même le rôle de l'État algérien, avec des connivences de souterrains, avec le FIS, le GIA, on ne sait pas très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? C'est une question assez complexe, mais je vais essayer d'y répondre. Et d'autant plus pour quelqu'un comme vous, qui a vécu dans une grande partie de sa jeunesse dans un monde musulman qui n'était pas pénétré par le wahhabisme, et où l'islam en Tunisie pouvait bien sûr être congruent avec des mouvements indépendantistes, etc., mais ne se traduisait pas par une espèce de ce qu'on appelait la secte wahhabite. Et au XIXe siècle, la révolte wahhabite contre les Ottomans avait été réduite par la force par les Égyptiens envoyés par Istanbul, et l'émir des wahhabites, qui était le patron de la seconde dynastie wahhabite, avait été capturé, amené à Istanbul. On lui avait non seulement arraché la langue, mais pris le cerveau qui avait été pilé en petits morceaux pour marquer qu'il fallait éliminer cette aberration de l'esprit, de la pensée. On n'est plus là aujourd'hui. Et effectivement, à partir du moment où Roosevelt conclut avec Ibn Saoud le pacte de la Saint-Valentin 1945, ça avait lieu le 14 février à bord du destroyer américain Quincy, rien à voir avec le Methusalem ni le Sancerre, c'est le nom d'un président américain, Quincy. Il conclut un pacte qui est en gros mon pétrole contre ta protection, ma protection contre ton pétrole. Et les Saoudiens, pour pouvoir vivre tranquillement avec une manne pétrolière gigantesque fournie par les États-Unis et éviter d'avoir à rendre des comptes par rapport aux autres pays arabes en train d'être touchés par des mouvements socialistes, nassériens, baassistes, financés en sous-main par l'URSS, etc., vont développer, pour protéger leurs intérêts et ceux des Américains, une vision extrêmement rigoriste, très anti-soviétique et très anti-modernisation, liberté, etc., de l'islam qu'est le wahhabisme. Et cela, en étant pris de plus en plus dans une sorte de surenchère à laquelle ils ont du mal à réagir eux-mêmes, étant entendu que les dirigeants wahhabites, eux, passent leur temps, les princes, etc., passent leur temps dans les palaces avec des filles, de l'alcool, etc., mais à l'intérieur... Et le phénomène va prendre une tournure particulièrement complexe avec le moment où le monde découvre le mot djihad, puisque tout le monde avait oublié ce que ça signifiait, s'en fichait. Et dans l'islam, le djihad, ça veut dire à la fois, c'est un spectre très vaste, ça veut dire effort, au départ. Jahada, la racine jahada, c'est l'effort. Et ça veut dire l'effort qu'on fait sur soi pour être meilleur musulman, ne pas boire, ne pas forniquer, je crois. Et également, le djihad au sens social ou étatique, c'est la lutte armée pour favoriser l'expansion de l'islam, pour réformer la société, punir ceux qui ne sont trop tièdes ou mondains, et étendre l'islam par la conquête militaire à travers le monde. Et c'est ce sens qui, aujourd'hui, effectivement, a pris domine, si vous voulez. Or, tout ça, ça ne concernait que des Arabes, pas très peu nombreux, dans un immense désert plein de pétrole, tout le monde s'en fichait, jusqu'au moment où l'Union soviétique envahit l'Afghanistan à la fin de 1979, année charnière terrible qui commence par la révolution iranienne, Khomeini revenant de Paris à l'époque, et en créant un islamisme chiite révolutionnaire anti-américain. Et dans le chaos de ce moment-là, l'Union soviétique, qui avait placé des pions en Afghanistan, à travers les élites modernes, notamment les gens qui étaient éduqués au lycée français de Kaboul.
décide, pour favoriser son mouvement, d'envahir l'Afghanistan, à la Noël de cette année. Et en réaction à ça, en réaction aussi au fait qu'il y a eu la révolution iranienne pendant toute l'année, où les Américains ont été pris en otage, etc., les États-Unis, d'accord avec les Wahhabites, vont financer le djihad les Saoudiens vont financer un djihad en Afghanistan, les Américains fournissant les armes, l'entraînement, etc. Et d'une certaine manière, ce sera une occasion pour dire, c'est grâce à l'alliance des Américains et des Wahhabites que l'Afghanistan a été sauvé des athées soviétiques, et l'Amérique et le wahhabisme sont les défenseurs de l'islam et non pas les Iraniens chiites, secte abominable, qui en plus pactisent avec les communistes. Vous voyez. Et c'est à partir de ce moment-là que rien n'est refusé au wahhabisme, et surtout, ce wahhabisme même va être débordé par la branche la plus radicale, la branche djihadiste, justement. Le djihad, pour les Américains, c'est une chose tout à fait légitime à l'époque. Ce sont des freedom fighters. Bon, ils ont un peu plus de barbe que les autres. Et ils sont d'autant plus sympas que, par rapport au Vietnam, on ne va pas avoir des boys qui reviendront au cimetière d'Arlington et les mères de djihadistes afghans tombés. Ils n'ont pas le droit d'avoir le visa pour les États-Unis. Et donc, on a ce mouvement qui, finalement, voit les Américains jouer aux apprentis sorciers. On en a une autre expérience intéressante avec Donald Trump recevant, Marc Macron a fait pareil, recevant l'ancien djihadiste en chef à l'époque, Abu Mohamed El-Jolani, aujourd'hui qui porte un costume apparemment fourni par le tailleur de M. Erdogan, Ahmed Sharia, puisqu'il est manipulé par les Turcs, où on considère, bon, finalement, on vous explique, c'est pas plus mal, au moins on contrôle un peu la Syrie. Ça nous évite d'avoir un nouvel État islamique qui va projeter. Wait and see, si j'ose dire. Mais, et donc, c'est ça qui va créer cette nouvelle phase. Si vous voulez, là, le terme de djihad qui était obsolète, il fallait traduire à ce moment-là. Aujourd'hui, si je vous dis djihad, je vous donner la racine, mais pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire. Et c'est là que ça va prendre une dimension gigantesque, et les Saoudiens vont rapidement perdre le contrôle de ce phénomène, car ceux qui reviennent auréolés de la victoire contre le communisme en Afghanistan vont dire maintenant on dégage les imams. Et je me souviens dans les années 1990 et 2000, où j'étais au début des années, au tournant du siècle, j'étais beaucoup en Arabie Saoudite. Et bien sûr, c'était un moment de tension très grave, étant entendu, si vous voulez, que, alors si on essaye de mettre les choses en perspective, le 11 septembre 2001, c'est un peu, comme on dit en anglais, « chicken came home to roots », c'est-à-dire c'est le retour de manivelle de la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin tombe en 1989, et c'est la fin du système soviétique. Mais pourquoi est-ce que l'URSS est tombée? Grâce à la fin. Alors, les gens disent bien sûr, c'est parce que le système soviétique ne fonctionnait plus, parce qu'il était corrompu, il ne tenait plus dans la course aux missiles balistiques, etc. Certes, mais ce qui a fait tomber le système, le coup qui a donné l'estocade finale, c'est la défaite de l'armée rouge en Afghanistan. Voilà. Et alors c'est en février 89. Mais personne ne s'en rend compte. Pourquoi? Parce que elle a lieu le 15 février 89. On me dirait qu'est-ce qu'elle est devenue fou, parce que tout le monde était focalisé sur ce qui est passé le 14 février 89. Silence absolu dans la salle. C'était la Saint-Valentin. Oui, une fois. Non, mais c'est pas. Vous étiez tous amoureux. Vu notre âge, on était encore un peu à l'époque, espérons-le. Non, le 14 février 89. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je posais ces questions en amphi, avant que je sois chassé de l'université, les étudiants regardaient leurs chaussures pour pas que je dise vous et avoir la mauvaise note. Monsieur, rassurez-vous, vous savez. Alors, vous vous souvenez pas? C'est la fatwa. C'est la fatwa, et effectivement, la fatwa de Khomeini contre Salman Rushdie.
pour rigoler un peu, les temps c'est pas très nombreux, il y a quelques années, j'étais à Princeton à dîner, un truc, et il y avait Roujdi, on m'avait mis à côté de Roujdi. Il y avait à la place du procureur une blonde somptueuse, et Roujdi était plutôt intéressé par la personne qui était à sa droite que par moi. Et puis à un moment, il me cassait un peu les pieds. Je lui ai dit, tiens, vous savez, moi aussi j'ai eu une fatwa. Bon, j'étais à l'époque condamné à mort par un type qui était en prison en France. Il me regarde avec un certain mépris. Enfin, moi, je suis Roujdi, des fatwas, il y en a eu des milliers. Bon. Puis bon, quand il me cassait un peu les pieds, j'ai continué. Et je lui ai dit, en fait, est-ce que vous savez pourquoi vous avez été condamné à mort le 14 février ? Il me répond en anglais, qu'est-ce que ça peut faire ? Enfin, quelle importance ? Je lui dis, c'était parce que c'était la veille du 15. Alors, il me regarde un peu comme vous m'avez regardé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a mis ce Français débile à côté de moi, cette blonde somptueuse. Bon. Et puis, il me dit, alors qu'est-ce qui est, so what happened on the 15th of February ? Je dis, écoutez, c'était l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et justement, c'était la chute de Kaboul, pardon, excusez-moi, la chute de Kaboul causée par les Américains et les Wahhabites. Et Roujdi a fait la fatwa la veille pour tirer le tapis sous les pieds des Américains et des Wahhabites. Et on n'a parlé que de ça, si vous voulez. On a parlé parce qu'on a parlé que de la fatwa qui a occulté, qui a obnubilé au sens propre ce qui s'est passé le lendemain, vous voyez. Et or, en réalité, c'était beaucoup plus important que la fatwa de Roujdi. Quand j'ai dit ça à Roujdi, il m'a plus du tout parlé et il s'est mangé sur la blonde. Là, c'est fini. Hein. J'ai rien contre les blondes, hein. Ni contre les brunes d'ailleurs. Mais parlons pas des rousses. Mais c'était quelque chose de très frappant parce que c'est quelque chose qui a été occulté dans la façon dont on réécrit l'histoire. Il n'y aurait pas eu de chute du mur de Berlin s'il n'y avait pas eu la défaite de l'armée rouge là je parle de choses que seuls les moins de 20 ans peuvent encore comprendre. Hein. Les plus jeunes ne peuvent pas du tout. Et ce qui est très frappant, c'est que d'une certaine façon, les Américains ont tiré l'usufruit de cette affaire avec la chute du système soviétique, et le retour de manivelle, c'est le 11 septembre, c'est-à-dire ceux-là même qu'ils ont réchauffé en leur sein, mordent le sein américain, si j'ose dire. Alors, juste une toute petite question. D'habitude, les chiites ne sont pas très prosélytes. Ce n'est pas une religion très prosélyte par rapport au sunnisme. Comment ça se fait qu'ils se soient associés dans cette histoire de terrorisme qui, a priori, ne les regarde pas tellement ? Je réponds en 2 minutes, et puis Jean-François reviendra sur la dimension à laquelle il a été confronté lui-même dans le cas français. C'est comme la question m'est posée sur le sunnisme tout à l'heure. Les braves wahhabites, comment ont-ils géré le djihadisme ? Parce que les circonstances l'ont favorisé. Et qu'est-ce qui a fait que le chiisme est devenu révolutionnaire ? Il y a eu, d'une part, Khomeini, qui est exilé par le Shah, qui fait une chose terrible, c'est-à-dire qu'il s'empare des biens du clergé chiite, donc ça n'allait pas du tout bien, qui va en Irak, se réfugier parmi les chiites qui sont majoritaires en Irak, et là se fait une espèce de mélange qui est le début de l'islamo-gauchisme, du gaucho-islamisme, entre les conceptions traditionnelles du clergé chiite s'opposant aux despotes impies, mais jusqu'alors ils s'en accommodaient, chacun, le despote gérait le pouvoir et les chiites ramassaient l'impôt religieux, le clergé chiite. Et là, vous allez avoir, ça commence en France comme beaucoup de malheurs de l'humanité, un étudiant iranien qui s'appelait Ali Shariati, qui était un disciple de notre grand maître à tous, Jacques Berck, qui a essayé de castrer les études arabes jusqu'à ma génération au moins, qui a pas mal réussi. Et Shariati avait traduit en persan un livre qui était publié pas très loin de chez vous à l'époque en Tunisie, par un psychiatre antillais qui exerçait à Blida en Algérie, Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Et donc un livre, si vous voulez, qui est un peu l'émergence du tiers-mondisme marxiste. Et Shariati traduit ce livre marxiste en persan, donc il était étudiant en France, et en traduisant opprimé comme mustadafin en termes coraniques, c'est-à-dire ceux qui sont les petits, les humiliés, etc., les affaiblis, et oppresseurs comme mustakbirin, c'est-à-dire
Le mustakbir, c'est celui qui se prend pour plus grand qu'il n'est, ce qui, dans le texte coranique, est le pharaon principalement. Et donc, il va recoder le vocabulaire de l'opposition marxiste en vocabulaire islamique. Et c'est ça qui va permettre d'embrayer là-dessus avec les religieux qui vont s'en servir. Et la révolution islamique, à l'époque, Michel Foucault en était un fanatique absolu jusqu'à ce qu'il découvre que, lui, militant homosexuel, que les premiers qui ont été pendus étaient les homosexuels, sauf ceux qui passaient dans le lit des mollahs peut-être, ou même avant ou après. Mais le problème étant que on a à ce moment-là une espèce d'emballement tiers-mondiste à caractère islamiste. Alors, après, les groupes marxistes comme les Moudjahidines du peuple, qui s'étaient mis avec les religieux, dès que les religieux ont vu qu'ils n'étaient pas dans la ligne, ils ont fini à Evin et dans les prisons et dans les pelotons d'exécution, avant ensuite de se marcher avec l'Irak, avec la CIA, avec l'Israélien. Aujourd'hui, c'est une secte qui a évolué comme ça. Mais et ça, c'est une situation qui est assez fréquente. Hein, quand Jean-Luc Mélenchon, en novembre 2019, se joint à la manifestation du comité contre l'islamophobie en France et va troquer prolétaires de tous les pays, unissez-vous contre Allahu Akbar, pour récupérer les voix des primo-votants des quartiers populaires originaires du monde musulman, il s'inscrit un peu dans cette même logique. Alors je ne sais pas comment ça finira pour lui, mais en tout cas, il y a quelque chose là dont le chiisme a tiré parti à ce moment-là. Et il faut bien voir que Khomeini, certes, il est très chiite, ce sont des ayatollahs, mais lui-même et Khamenei, son successeur actuel, qui est plus très en forme actuellement, on ne le voit plus trop depuis la guerre des 12 jours, il faut dire, ont beaucoup lu, par exemple, les frères musulmans, Sayyid Qutb. Et alors, contrairement aux salafistes qui détestent les chiites, les frères musulmans n'ont rien contre le chiisme. Et par exemple, des chiites de l'Irak, comme l'ayatollah Sadr, qui a été ensuite tué par Saddam Hussein, étaient considérés comme le penseur de l'économie islamique vu par les frères musulmans. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui a été assez peu mis en avant parce qu'on a eu tendance à opposer chiites et sunnites, mais ce sont des conceptions d'une certaine manière anciennes de ces corpus religieux qui finalement se mélangent et vont donner des hybrides différents. Alors juste pour terminer, parce que si on veut poser 3 questions pour la salle, juste un mot s'il vous plaît, Jean-François Ricard, parce que au fur et à mesure de ce livre, vous allez voir le nombre de djihadistes qu'il y a, c'est quand même, il y a beaucoup de monde. Et puis, tous ces gens-là ont été emprisonnés surtout dans les années 2000, enfin 95, et puis maintenant ils vont sortir. Et la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les sortants ? Effectivement, ils sortent. Il y en a à peu près 70 par an, condamnés, qui ont purgé leur peine, qui, depuis 3 ans environ, sortent. Pour l'instant, ceux qui sortent de détention ne sont pas ceux qui ont été condamnés aux peines les plus lourdes, puisque soit ils ont des peines de plusieurs dizaines d'années, 10, 20, 30 ans, voire perpétuité, soit ils ont été condamnés il y a très longtemps et en principe, ils restent toujours détenus. Mais ils commencent à sortir même ceux qui sont les plus dangereux. Alors, là encore, une fois de plus, l'appareil d'État a été en retard. L'exécution des peines, ça a été vraiment le parent pauvre. Il y a une grande loi sur l'antiterrorisme qui date de 1986. Et dans cette grande loi, on prévoit pas mal de choses. On ne prévoit rien sur l'exécution des peines. Il a fallu attendre 20 ans, 2006, pour qu'il y ait le premier texte qui s'y intéresse et qui crée un juge d'application des peines à compétence nationale. Donc, ça montre que là, on a vraiment, passez-moi l'expression, mais du retard à l'allumage. En 2016, après les grands attentats, on a eu une réforme qui va commencer à traiter un peu différemment l'application des peines pour les terroristes, mais
avec des différences très limitées, des textes insuffisants. En 2020, on a essayé de faire passer une nouvelle loi, et c'est une proposition de loi qui avait été adoptée à l'initiative de Mme Braun-Pivet et qui a été retoquée à 99% par le Conseil constitutionnel. En un mot, le corpus juridique dont on bénéficie aujourd'hui pour organiser la sortie, puis encadrer celle-ci en imposant des obligations ou des interdictions à ces gens-là, reste très insuffisant. Je vous donne un simple exemple. Pour prononcer une de ces mesures, la surveillance judiciaire, il faut démontrer par une expertise que l'individu est toujours très dangereux et qu'il est susceptible de récidiver, mais sans s'appuyer sur ce pourquoi il était condamné. Donc s'appuyer sur ce qu'il a. Il faut une expertise d'un expert psychiatre. Or, ça, c'est un texte qui a été copié sur les délinquants sexuels. Et pourtant, un terroriste, c'est pas un malade mental. Il peut y en avoir. Mais en tant que tel, c'est pas un malade mental. C'est quelqu'un qui choisit pour des motifs politiques, religieux, idéologiques, qui choisit d'agir par la violence pour imposer ses idées. Et très souvent, on a des experts psychiatres qui disent écoutez, moi, je ne peux pas vous répondre. Il ne présente aucune pathologie particulière, d'où la difficulté ensuite qu'on a à prononcer cette mesure, et parfois on n'y arrive pas, donc on est obligé de s'appuyer sur d'autres mesures moins contraignantes. Alors à côté de ces quelques mesures judiciaires, il y a aussi des mesures administratives, mais qui ont un temps, une année, avec également un certain nombre d'interdictions, d'obligations, par exemple de contact, et puis enfin des surveillances par le renseignement. Sauf qu'il faut avoir bien en tête deux choses. La première, c'est qu'on est en présence de gens qui agissent au nom de leur idéologie, pas par intérêt financier. On ne faut pas les comparer, par exemple, à des dealers. Un dealer qui a été condamné à une peine de prison, il va sortir, il va recommencer à avoir de l'argent et en gagner vite et facilement, donc il va recommencer tout de suite. Eux, non, c'est le deuxième élément. Ils ont le temps pour eux. Ils le disent. Moi, je me souviens très bien de gens que j'ai eu en face de moi qui m'ont dit « Mais pourquoi vous fatiguez à poser toutes ces questions ? Nous avons le temps pour nous. » Donc, ils le disent, ils l'expriment très clairement. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'ils peuvent rester, après être sortis de prison, par exemple, pendant des années, parfaitement lisses. Regardez une des affaires les plus connues, c'est l'attaque de Charlie. Chérif Kouachi, ça faisait des années qu'il était allé au Yémen quand il est passé à l'action. Des années. Et pendant des années, il avait été surveillé. Mais au bout d'un certain temps, les services se disent on ne va pas mettre tout un investissement en hommes, en personnel, en matériel, en moyens pour surveiller quelqu'un qui ne laisse rien apparaître. Et pourtant, il est passé à l'action. Donc c'est une autre difficulté, c'est que ces gens-là jouent aussi avec le temps. Et que les services de renseignement, les services de police judiciaire ne peuvent pas surveiller maintenant, non pas quelques dizaines, mais des centaines, voire des milliers de personnes pendant des années. Donc ça, c'est encore une autre difficulté. Il est certain que les sortants de prison, c'est un des maillons faibles de notre système. Et même avec des textes améliorés, qui seront très difficiles à voter compte tenu des décisions du Conseil constitutionnel, même avec des textes améliorés, ça va rester, et pour longtemps, un maillon faible.